Bonjour. Un article pour le Journal Club d'aujourd'hui s'intitule A Trial of Lopinavir/Ritonavir in Adults Hospitalized with Severe COVID-19. Il a été publié dans le New England Journal of Medicine le 23 mars 2020. Alors, cette étude est importante, d'abord parce que je pense que personne n'a besoin d'être rafraîchi sur l'importance du COVID-19. Mais surtout parce qu'elle montre une des options possibles pour investiguer une intervention thérapeutique dans cette maladie. Et c'est évident qu'on va en voir plusieurs autres dans l'avenir prochain. Alors, un petit rappel sur le coronavirus pour ceux et celles qui étaient en voyage en canot camping dans l'Amazonie pendant les derniers 6 mois. Alors, le premier cas s'est manifesté en 2019. Ça se manifeste comme une maladie bénigne qui peut ensuite détériorer en pneumonie, insuffisance respiratoire, déficience organique multiple et éventuellement le décès. L'incidence de chacun de ces facteurs est difficile à déterminer parce qu'on a un problème à connaître le dénominateur, c'est-à-dire le nombre de patients infectés. Par contre, ce matin, une étude faite en Islande, où ils sont très forts en épidémio de population, a démontré que 50% des infectés étaient asymptomatiques, ce qui a évidemment une importance énorme. Mais on a enfin, pour la première fois, un dénominateur. Alors, il n'y a aucun agent thérapeutique spécifique qui soit efficace à date. Il y en a plusieurs qui sont à l'essai. La raison pour laquelle le lopinavir a été essayé, c'est qu'il était efficace en vitro contre le SARS, qui est le cousin du Covid. Mais il n'y a pas d'études in vivo bien faites avec lopinavir. Il y en a qui ont été faites, mais il n'y a pas de randomisation, des contrôles historiques. Elles sont prometteuses, mais certainement pas concluantes. La raison pour laquelle on ajoute du ritonavir, c'est parce qu'il augmente la demi-vie du lopinavir. Alors, cette étude porte sur des cas sévères hospitalisés. Les critères d'inclusion, il fallait qu'ils soient PCR positifs, qu'il ait une pneumonie au rayon X, une saturation de moins de 94% et une fraction d'oxygène de 300 mm de mercure. Les critères d'exclusion étaient allergie aux médicaments de l'étude, maladie hépatique, grossesse et allaitement. Alors, ils ont fait une randomisation 1 pour 1. Le groupe 1 a reçu de lopinavir/ritonavir aux doses de 400 et 100 mg par la bouche 2 fois par jour pendant 14 jours, plus les soins usuels. Le deuxième groupe, le groupe contrôle, a juste reçu les soins usuels qui ont pu aller jusqu'à l'oxygénation extracorporelle de membrane et l'hémodialyse. Excusez-moi. L'étude a été à double insu et dans le but d'éviter un débalancement des deux groupes, ils ont été stratifiés pour avoir besoin d'oxygène ou ne pas avoir besoin d'oxygène. Alors, l'issue principale est particulièrement intéressante parce que c'est une issue principale que vous allez rencontrer peu fréquemment. Cependant, c'est une issue principale qui a déjà été utilisée dans des études sur le SARS et l'influenza, et donc c'est fort probable que les futures études sur le coronavirus utilisent également cette issue principale. Alors, elle a été analysée en intention de traiter, et le point clé, c'est le temps à l'amélioration. Pour mesurer ceci, ils utilisent une échelle ordinale de 7 catégories, qui sont les suivantes. 1. Ambulatoire avec activité normale. 2. Ambulatoire mais handicapé. 3. Hospitalisé sans oxygène. 4. Hospitalisé avec oxygène nasal. 5. Haut débit, oxygène à haut débit. 6. Hospitalisé avec ventilation mécanique ou oxygénateur de membrane. Et 7. Morts. Maintenant, ce qui est important dans les échelles ordinales, c'est que c'est certain que 2 est plus sévère que 1 et 3 est plus sévère que 2. Cependant, si on fait une analogie avec un escalier et chacune de ces degrés de sévérité est une marche, eh bien les marches ne sont pas égales mais sont inégales.
c'est-à-dire que passer de ambulatoire avec activité normale avec antibiotoire mais handicapé n'a pas le même degré d'amélioration que de 2 à 3, c'est-à-dire ambulatoire mais handicapé et hospitalisé sans O2. Donc, chaque issue est plus grande que l'antérieure, ou plus grave que l'antérieure, mais le passage d'une issue à l'autre n'est pas égal. Si je fais une analogie avec un escalier normal a des marches dont la hauteur est la même pour chaque marche. Ce que vous avez ici, c'est une merveille de la nature, c'est la chaussée des géants en Irlande du Nord, et vous pouvez voir qu'en fait c'est un escalier avec des marches inégales. C'est un peu ce qui arrive dans une échelle ordinale. Les issues secondaires sont la durée de la ventilation mécanique, la durée de la ventilation et le temps à la mort. Alors, le cheminement des patients, ils ont évalué 357 patients pour savoir s'ils étaient éligibles, et de ceux-ci, 158 ont été exclus, 113 ne rencontraient pas les critères d'éligibilité, 13 n'avaient pas de consentement familial, et 4 avaient d'autres raisons. Et ils aboutissent donc avec 199 patients qui ont été randomisés. On remarque déjà que ce n'est pas un très grand nombre de patients. De ceux-ci, 96 restent dans l'étude pour être étudiés dans l'intention de traiter, dans le groupe traité, et 100 dans le groupe contrôle. En bout de ligne, les patients sur lesquels la sécurité a été évaluée étaient 95 dans le groupe traité et 99 dans le groupe contrôle. Il s'agit évidemment d'un taux de rétention extrêmement élevé, ce qui n'est pas surprenant vu qu'ils ont affaire à une clientèle captive. En révisant les caractéristiques des patients au moment de la randomisation, je constate que les patients ayant une fréquence respiratoire en haut de 24 par minute étaient de 21% dans le groupe traité et 16% dans le groupe contrôle, donc un débalancement quand même assez important qui favoriserait le groupe contrôle. Pour le reste des paramètres, je ne vois aucune différence importante. Je vous rappelle ici que vous pouvez arrêter le découlement de la vidéo et regarder chaque diapo en plus de détails si c'est ça que vous désirez. Si je regarde les critères de sévérité, je conclus qu'ils ont été pas mal chanceux compte tenu du petit nombre de patients qui ont été randomisés. En effet, le score global dans l'échelle ordinale que j'ai mentionnée tantôt, ici en jaune et bleu, était identique dans les deux groupes avec une médiane de 5 et 5. Donc, en bout de ligne, les patients sont bien équilibrés. La raison de ceci, c'est qu'il y avait un déséquilibre dans le nombre de patients qui n'avaient pas besoin d'oxygène, mais un déséquilibre en bleu, mais un déséquilibre dans le sens inverse dans le nombre de patients qui avaient besoin de ventilation mécanique. Donc, un des facteurs de sévérité a annulé l'autre, et c'est pour ça qu'en bout de ligne, les deux groupes sont également malades. Quand je regarde les courbes de Kaplan-Meier avec le taux d'amélioration cumulative dans l'axe des Y, évidemment le temps dans l'axe des X, je constate qu'il n'y a pas grande différence entre les deux groupes. Par ailleurs, si je regarde en détail les premières journées de l'étude, ce que je recommande toujours, je constate quelque chose de très intéressant, c'est que parmi les patients qui se sont améliorés, ça prend à peu près une semaine pour que l'amélioration apparaisse. Ceci, je pense, est important du point de vue clinique. Ce tableau montre le nombre et pourcentage de patients pour chaque score après 7 et 14 jours. La première chose qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a aucun patient dans le groupe 1, ni à 7, ni à 14 jours. Je vous rappelle que le groupe 1 était des patients qui étaient à la maison avec des activités normales. Par contre, je regarde aussi que les patients qui s'étaient améliorés,
c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas qui étaient à la maison mais ne pouvaient pas récupérer leur activité normale, était quand même pas trop pire puisqu'il était de 35% à peu près 40% à 14 jours. Donc, on peut s'attendre à 14 jours que les patients qui ont bien été soient à la maison, mais ils n'ont pas encore récupéré leur activité normale. Un autre point intéressant, c'est les décès à 14 jours, qui étaient d'environ 16% dans les deux groupes. En ce qui concerne la charge virale mesurée au laboratoire, elle est quasiment identique dans les deux groupes. Alors, pour la conclusion, je cite les auteurs textuellement. Ils constatent que le traitement au lopinavir-ritonavir n'a pas augmenté ou accéléré l'amélioration clinique, il n'a pas réduit la mortalité et il n'a pas réduit la charge virale. Cette étude est importante, non seulement à cause du résultat qui démontre clairement que l'intervention pharmacologique est inutile, mais aussi parce qu'elle apporte de l'information quant à l'histoire naturelle de la maladie. Par exemple, on a constaté qu'à 14 jours, 40% avaient eu congé, mais qu'à cette période-là, aucun patient n'avait récupéré ses activités normales. On constate aussi quelque chose d'intéressant, c'est que le temps au début de l'amélioration parmi les patients qui se sont améliorés était de 7 jours. Je vous rappelle aussi que, avant d'extrapoler ces données à notre population, il faut considérer le dénominateur. Le dénominateur étant ici le degré de gravité que ça prenait en Chine pour être hospitalisé à ce moment-là. Si le degré de gravité pour être hospitalisé chez nous est différent, donc l'interprétation de ces données doit être faite avec beaucoup de précaution. Alors c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de votre attention.